à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de ce congrès de m'avoir invité à parler aujourd'hui, et particulièrement au professeur Hamama, et de l'opportunité de vous parler et de passer du temps dans cette belle ville en bonne compagnie aujourd'hui. Alors, je vais vous parler des tendances pour le déclenchement de l'ovulation en AMP, et avant, je vais faire des brefs rappels physiologiques pour vous rappeler que l'ovulation, c'est l'aboutissement d'un très long processus de la folliculogénèse et qui a pour objectif l'expulsion d'un ovocyte fécondable, donc un ovocyte mature qui pourra ensuite donner un embryon, et la formation d'un corps jaune qui sera primordial pour la phase lutéale. Cette ovulation, elle implique de nombreux mécanismes biologiques qui sont très importants pour permettre cette maturation ovocytaire. Donc, il existe une mécanique ovulatoire séquentielle, donc plusieurs étapes. Une première série qui va démarrer environ dans les 34 premières heures avec une reprise de la méiose qui va permettre la maturation ovocytaire, et puis une dissociation des cellules du cumulus oophorus. Et puis en deuxième partie, il va y avoir une rupture de la paroi folliculaire et l'expansion du complexe cumulo-ovocytaire. Et ceci va être associé avec des modifications du follicule et la lutéinisation des cellules de la granulosa. Physiologiquement, l'ovulation, elle arrive en fin de phase folliculaire et elle est liée à un pic de gonadotrophine avec un inversement du rétrocontrôle et donc un rétrocontrôle positif de l'œstradiol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire qui va déclencher un pic de LH et à moindre importance, un pic également de FSH. Et ce qui est très important, c'est que les deux pics, et le pic de LH et le pic de FSH, vont avoir un impact important sur l'ovulation. Donc ce rétrocontrôle, qui était au départ un rétrocontrôle négatif, devient un rétrocontrôle positif, va donc induire ce pic de FSH et de LH, qui sont tous les deux très importants. Et on sait aussi maintenant qu'il y a l'implication de d'autres peptides dans ce déclenchement de l'ovulation, et notamment l'impact des neurones à kispeptine, sur lesquels vont jouer ce rétrocontrôle positif. On sait donc que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un impact important du pic de LH et également du pic endogène de FSH. Le pic de LH, on connaît bien son rôle. Il va induire la maturation ovocytaire et il va induire une lutéinisation des cellules de la granulosa et des cellules de la tègue pour la formation du corps jaune. Le pic de FSH, on le connaît un peu moins. On sait un peu moins comment est-ce qu'il évolue. Peut-être qu'il dure un peu plus longtemps, peut-être qu'il est un peu plus court, mais en tout cas, on sait qu'il est important parce qu'il va avoir un impact non seulement dans l'expansion du cumulus, mais aussi pour la sécrétion de certaines molécules par les cellules de la granulosa, et va avoir un impact important dans la maturation ovocytaire nucléaire. Donc, il existe une vraie complémentarité de ce pic de LH et de ce pic de FSH qui, tous les deux, vont avoir des voies de transduction du signal un peu différentes qui vont être primordiales pour la maturité ovocytaire. Donc maintenant, on va voir comment est-ce que de manière pharmacologique, on peut déclencher l'ovulation aujourd'hui dans nos protocoles de FIV. Donc il y a plusieurs protocoles qu'on peut utiliser, plusieurs traitements qu'on peut utiliser. On va parler très rapidement de l'utilisation de LH recombinante. On parlera un peu plus de l'utilisation d'HCG recombinante ou urinaire ou de l'utilisation des agonistes de la GnRH, qui sont aujourd'hui les deux traitements qu'on utilise le plus pour le déclenchement de l'ovulation. Et puis on parlera aussi des associations possibles entre l'HCG et les agonistes de la GnRH, qu'on appelle le double déclenchement. Et puis, très rapidement, je vous dirais aussi qu'il est possible de déclencher l'ovulation, notamment avec des kispeptines, mais c'est encore à l'état de recherche. Et puis, certaines études ont montré qu'il était aussi possible de déclencher l'ovulation avec des fortes doses de FSH, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, tout d'abord, l'utilisation de la LH recombinante. Il y a eu une grosse étude qui a été publiée en 98, donc assez ancienne, qui a essayé d'évaluer les doses possibles d'utilisation de LH recombinante pour le déclenchement de l'ovulation, donc uniquement dans les protocoles agonistes longs. Ils ont montré que la meilleure dose serait une dose de 15 000 unités ou alors 30 000 unités, et que dans cette étude préliminaire, c'était une étude avec très peu de patientes, il semblait pas y avoir de risque d'hyperstimulation parce que c'est un peu plus physiologique, c'est un pic de LH qui est court et ça permettrait d'induire une ovulation et un taux de maturité satisfaisant. Cependant, c'est une utilisation d'un médicament qui coûte très cher et donc qui a vite été pas du tout utilisé pour plutôt l'utilisation de l'HCG. L'HCG, on sait que c'est une hormone qui a une structure très similaire à celle de la LH, avec une chaîne alpha commune et une chaîne bêta particulière qui fait que l'HCG a une demi-vie beaucoup plus longue que la demi-vie de la LH.
Et la production de l'HCG, que ce soit de l'HCG recombinante ou de l'HCG d'extraction urinaire, coûte beaucoup moins cher que la production de LH recombinante. Donc la principale différence finalement entre l'ALH et l'HCG, qui tous les deux agissent sur le même récepteur, c'est la demi-vie entre ces deux hormones, avec l'HCG qui a une demi-vie beaucoup plus longue. Donc le mécanisme d'action de l'HCG pour le déclenchement de l'ovulation, ça va agir donc sur les mêmes récepteurs que l'ALH sur les cellules de la granulosa notamment, ce qui va permettre de déclencher la cascade ovulatoire et les voies de signalisation permettant le déclenchement de l'ovulation. Il existe aujourd'hui plusieurs HCG disponibles, de l'HCG d'extraction urinaire ou de l'HCG recombinante. Et pour rappel, l'HCG recombinante, donc c'est 250 mg, c'est l'équivalent de 6500 unités d'HCG urinaire. Et il y a plusieurs doses qui ont été testées pour le déclenchement de l'ovulation. Et il semblerait que déclencher l'ovulation avec 10 000 unités ou 5 000 unités d'HCG, c'est exactement la même chose, donc la même efficacité. Certaines études ont même montré que potentiellement 1500 unités pouvaient permettre de déclencher l'ovulation, mais les doses aujourd'hui les plus utilisées sont plutôt de 5 000 unités. Donc l'HCG, c'est vraiment le traitement de référence qu'on peut utiliser dans tous les profils de patientes et dans tous les types de protocoles, que ce soit les protocoles agonistes longs, les protocoles antagonistes, les protocoles PPOS. Par contre, le déclenchement par HCG va avoir plusieurs inconvénients, notamment le syndrome d'hyperstimulation, qui est la principale complication de nos protocoles en FIV. Et on retrouve ce risque de syndrome d'hyperstimulation, quelle que soit la dose d'HCG utilisée pour le déclenchement de l'ovulation, donc avec 5000 ou 10 000 unités. Et le fait de réduire la dose, donc le fait de faire un déclenchement de l'ovulation, par exemple, avec 5000 unités, ne va pas diminuer le risque d'hyperstimulation, et ça, c'est important. Ce risque d'hyperstimulation, il est lié à la demi-vie prolongée de l'HCG et aussi à l'effet direct de l'HCG, notamment sur la production de VEGF qui va accrémenter et augmenter ce risque de syndrome d'hyperstimulation. De plus, l'HCG va induire des taux supraphysiologiques d'œstradiol et de progestérone qui potentiellement pourront perturber la phase lutéale et peut-être aussi avoir un effet délétère sur l'endomètre. Ensuite, quand on utilise un déclenchement par HCG, on utilise uniquement l'action de l'HCG sur son récepteur, il n'y a pas de pic de FSH, et donc peut-être qu'on pourrait diminuer la maturation folliculaire. L'autre type de traitement qu'on utilise pour déclencher l'ovulation, c'est les agonistes de la GnRH. On sait que les agonistes de la GnRH, au moment des premières injections, vont avoir un effet agoniste donc sur le récepteur hypophysaire et vont induire un relargage de LH et de FSH par effet flare-up, et ce qui va permettre d'induire la cascade ovulatoire physiologique. On voit ici que le déclenchement par agoniste de la GnRH induit un pic de LH qui ressemble plus au pic de LH physiologique, mais qui est encore plus court que le pic de LH associé à un pic de FSH. L'objectif de l'utilisation des agonistes de la GnRH, c'est d'induire un effet flare-up efficace. Et là, il a été montré dans plusieurs études, et ça c'est un tableau qui a été fait par mon collègue Geoffroy Robin, qui permet vraiment de voir que toutes les doses et tous les types d'agonistes de la GnRH ont été utilisés, et il est montré qu'on peut utiliser n'importe quel type d'agoniste de la GnRH, y compris la naphariline par voie nasale, pour déclencher l'ovulation. La dose la plus utilisée aujourd'hui, c'est 0,2 mg. Certaines études vont essayer d'utiliser plutôt des doses augmentées de 0,3 ou 0,4 mg, mais il n'a pas été montré que l'augmentation de la dose permettait d'améliorer les taux de maturation. Là aussi, le déclenchement par agoniste de la GnRH va présenter des avantages et des inconvénients, notamment moins de risque de syndrome d'hyperstimulation parce qu'il n'y a pas d'effet au long cours et il n'y a pas d'effet rémanent de l'HCG. Ça va induire un pic de LH plus physiologique et donc potentiellement une augmentation de la maturation ovocytaire. Par contre, il a été montré que le déclenchement par agoniste de la GnRH, dans certaines situations, pouvait induire une réponse un peu suboptimale avec moins de follicules matures, un taux de maturité abaissé. Et on a fait un travail en bicentrique avec l'équipe de Jean Verlier. On a montré que dans certaines situations, notamment en cas d'obésité ou en cas d'altération de la réserve ovarienne, on pouvait avoir une réponse suboptimale du déclenchement par agoniste de la GnRH. Il faut faire très attention au profil des patientes et notamment les femmes qui présentent un hypogonadisme hypogonadotrope. Il ne faut pas leur proposer un déclenchement par agoniste de la GnRH parce qu'il ne pourra pas y avoir de relargage de LH et de FSH et donc un échec du déclenchement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important de bien penser au profil des patientes
même quand on pense qu'il y a un risque de syndrome d'hyperstimulation, chez les femmes qui ont un hypogonadisme hypogonadotrope, il ne faut pas utiliser un déclenchement par agoniste de la GnRH. On peut utiliser ce type de déclenchement uniquement en cas de protocole antagoniste. Et puis, le dernier aléa, c'est que les déclenchements par agonistes de la GnRH vont induire une phase lutéale inadéquate. Et ça, il y a énormément d'études qui l'ont montré, notamment parce qu'il y a un déficit en LH et donc une phase lutéale qui ne va pas permettre une implantation. Là, il y a plusieurs stratégies qui ont été proposées, soit de réaliser une congélation de la totalité de la cohorte embryonnaire, donc une stratégie de Freesolve, ou alors d'essayer d'adapter le soutien en phase lutéale si on décide tout de même de faire un transfert embryonnaire. Ici, on voit bien les profils hormonaux après le déclenchement de l'ovulation, soit par HCG, soit par agoniste de la GnRH. On voit ici qu'en cas de déclenchement par HCG, évidemment, il n'y a pas du tout de LH, alors qu'il y a une élévation de l'HCG qui est beaucoup plus longue. Vous voyez que ici, le pic de LH induit par les agonistes, donc on voit qu'il y a une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Ensuite, en ce qui concerne l'élévation de la FSH, il y a une élévation de la FSH grâce au déclenchement par agoniste et on ne retrouve pas du tout d'élévation de la FSH quand on fait un déclenchement par HCG. Et puis, on retrouve aussi que les taux d'œstradiol et les taux de progestérone après un déclenchement par HCG en phase lutéale sont plus importants que les taux d'œstradiol et de progestérone lorsqu'il y a un déclenchement par les agonistes de la GnRH. Donc ici, on retrouve un peu ce différent profil, avec le profil ici en gris du déclenchement physiologique, les agonistes de la GnRH qui permettent un pic de LH et de FSH qui se rapprochent un peu plus de la physiologie, et puis enfin l'HCG avec une demi-vie plus longue. De plus en plus d'études aujourd'hui proposent ce qu'on appelle un double déclenchement, donc une association entre l'HCG et les agonistes de la GnRH dans le cas des protocoles antagonistes, dans l'objectif d'avoir les effets favorables et de l'HCG et des agonistes de la GnRH. Donc, c'est des stratégies qu'on peut proposer uniquement quand on n'a pas de risque de syndrome d'hyperstimulation trop important pour essayer d'améliorer notamment les taux de maturation. Il y a deux types de protocoles qui sont utilisés et qu'on retrouve dans la littérature, soit ce qu'on appelle le dual trigger. Donc là, on fait une injection d'HCG et d'agoniste de la GnRH en même temps, 34 à 37 heures avant la ponction. Et puis, il y a aussi une stratégie qui est appelée plutôt de double trigger, où là, c'est de faire une injection d'agoniste de la GnRH 40 heures avant la ponction et de faire l'injection d'HCG un peu en décalé, donc plutôt 34 heures avant la ponction. Il faut faire attention, ici, on parle bien de double déclenchement, donc des produits qui sont utilisés uniquement pour déclencher l'ovulation et donc pas un rattrapage de la phase lutéale grâce à des injections d'HCG. Enfin, juste pour vous dire, il existe aussi la possibilité potentiellement de déclencher l'ovulation avec des kispeptines. Donc ça, c'est des études qui sont plutôt à l'état de recherche. Les kispeptines, ça vient en amont de la GnRH. Et il y a plusieurs études préliminaires qui ont montré que des injections de plusieurs types de dosages de kispeptine 54 pouvaient permettre d'améliorer, d'induire l'ovulation sans risque de syndrome d'hyperstimulation. Donc ça, c'est encore à l'état de recherche aujourd'hui, mais il y a quelques publications qui montre que grâce au déclenchement par kispeptine ou son métabolite, permettait d'avoir une ovulation qui serait probablement la plus physiologique par rapport aux autres traitements dont je vous ai parlé. Enfin, maintenant, je vais vous montrer un peu les résultats de ces différents types de traitements pour déclencher l'ovulation. Donc, la littérature est très abondante. Il faut faire attention quand on analyse la littérature à plusieurs points, notamment quel est l'objectif qui a été utilisé dans les études. Est-ce qu'on essaie d'améliorer le nombre d'ovocytes fonctionnés ou le taux cumulé de naissances vivantes, par exemple? Et là, on va voir que les résultats sont différents. Il faut faire attention aux comparateurs. Donc, est-ce que c'est plutôt comparé à l'HCG, qui est aujourd'hui encore le traitement de référence, ou aux agonistes de la GnRH? Et puis, faire attention à la population dans laquelle les traitements sont utilisés. Donc là, je vais essentiellement vous parler des résultats d'une méta-analyse très récente qui vient tout juste d'être publiée, qui s'appelle une méta-analyse en réseau, où du coup, tous les déclenchements ont pu être comparés entre eux. Et donc, ce que vous voyez ici, le plus gros point, c'est le déclenchement par l'HCG, qui est clairement le comparatif qui est le plus utilisé. Et on voit ici qu'en termes d'ovocytes récupérés, que ça soit les agonistes de la GnRH versus l'HCG, le dual trigger ou le double trigger, il n'y a pas de différence significative en faveur d'un ou d'autres types de déclenchement par rapport à l'HCG. On retrouve des résultats à peu près similaires en ce qui concerne les taux de grossesse clinique, toujours l'HCG qui est utilisé en traitement de référence, et là non plus, vous voyez, il n'y a pas d'effet significatif d'un ou de l'autre de type de déclenchement. Peut-être
qu'il y a une petite amélioration avec le double trigger, mais il y a très peu d'études. Et ici, c'est un résultat qui montre une seule étude qui a vraiment comparé ces résultats. Donc, pour une méta-analyse, on peut pas vraiment, il faut faire attention et et analyser ces résultats avec des pincettes. Enfin, en ce qui concerne le taux de naissance vivante, là non plus, il n'y a pas d'amélioration significative des chances de naissance vivante. Et vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'études qui ont vraiment évalué ce qui pourtant nous intéresse le plus, qui est vraiment le taux cumulé de naissance vivante en fonction du type de déclenchement. Ensuite, en ce qui concerne, toujours pour les normaux-répondeuses, l'impact du dual trigger par rapport à l'HCG, il y a énormément de méta-analyses qui ont été réalisées. Et il y a eu, je vous ai mis ici un tableau qui montre un peu les résultats retrouvés en fonction des différentes méta-analyses avec le nombre d'études. Et on voit finalement que la majorité des études n'ont pas retrouvé d'amélioration très franche en utilisant le double déclenchement par rapport au déclenchement par HCG, avec certaines études qui sont plutôt en faveur d'une amélioration et d'autres qui ne retrouvent pas de différence significative. En ce qui concerne les mauvaises répondeuses, donc il y a plusieurs études qui ont été faites en fonction des critères de Bologne et en fonction des critères de Poséidon. L'objectif serait vraiment d'essayer d'améliorer les taux de maturation grâce à un double déclenchement. Donc il semblerait que ça permettrait d'augmenter le nombre d'ovocytes matures, mais les études n'ont pas montré que ça permettait réellement d'améliorer les chances de grossesse dans ce cadre-là, et donc il faudrait encore des études complémentaires pour montrer que ça pourrait améliorer les chances de naissance. Mais si chez les mauvaises répondeuses, on sait que le nombre d'ovocytes est important, peut-être que chez les mauvaises répondeuses, ça pourrait être intéressant de proposer un peu plus facilement un double déclenchement. En ce qui concerne les hyper-répondeuses, alors là, il n'y a pas d'études qui ont vraiment comparé les doubles déclenchements et aux autres types de déclenchements. On sait que ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le déclenchement par agonisme de la GnRH pour diminuer le risque d'hyperstimulation. Mais il faut juste savoir qu'il faut quand même faire un peu attention. C'est quand même possible d'avoir des hyperstimulations, certes des hyperstimulations moins sévères, mais quand même un risque d'hyperstimulation dans le cadre d'un déclenchement par agonisme de la GnRH chez des patientes hyperrépondeuses. Donc, il faut faire attention, il faut bien les suivre. Et quand même, si elles ont un risque important de syndrome d'hyperstimulation, privilégier une stratégie de freezole pour éviter les hyperstimulations sévères. Donc, en conclusion, il y a plusieurs traitements qui sont possibles aujourd'hui pour déclencher l'ovulation. C'est très important d'adapter ce déclenchement de l'ovulation au profil de la patiente. Un rappel sur les patientes qui ont un hypogonadisme hypogonadotrope, ne pas utiliser d'agonisme de la GnRH, et au contraire, chez les patientes qui ont un risque d'hyperstimulation, plutôt utiliser un déclenchement par agonisme de la GnRH. Il faut penser à adapter la stratégie après le déclenchement en fonction du déclenchement qui a été choisi. Donc, soit un soutien adapté de la phase lutéale, soit une stratégie de freezole. C'est bien. Et puis, cette stratégie de déclenchement est à adapter en fonction des situations et notamment aux antécédents d'immaturité ovocytaire, où dans ce cadre-là, peut-être que le double trigger, donc de dissocier le moment de l'injection d'agonisme de la GnRH du moment d'injection par HCG, pourrait améliorer les taux de récupération et de maturation ovocytaire. Et donc, pour terminer, je vous ai mis une slide avec un article qui a été publié là très récemment, en mars 2025 par Orvieto, qui propose un peu ces différents types de déclenchements en fonction du profil de la patiente. Donc, en disant que chez les patientes qui ont plutôt un risque, les fortes répondeuses, plutôt un déclenchement par des agonistes de la GnRH uniquement. Si on décide de faire un transfert, peut-être ajouter de l'HCG, mais encore une fois, faire attention au risque d'hyperstime si on décide de faire un transfert frais. Chez les normaux-répondeuses, discuter éventuellement d'un double déclenchement avec les 2 injections en même temps, ou alors un déclenchement par HCG seul. Chez les patientes qui sont plutôt mauvaises répondeuses ou qui ont un antécédent de mauvaise maturation, là, proposer un double déclenchement et peut-être décorréler le moment de l'injection de l'HCG du moment d'injection des agonistes de la GnRH. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Charlotte pour cet exposé bien précis sur une question qui intéresse tout le monde. J'ai deux courtes questions. La première, quand tu as évoqué le pic d'ALH, on a l'impression ça monte, ça stagne et ça descend. Ma question est, combien de profils existe-t-il concernant le pic préovulatoire de l'ALH? Alors, on sait, là, c'est des schémas qui sont très clairs, mais au fait, il y a énormément de profils différents de pics de LH, et ça, on le sait bien maintenant, et on en parle beaucoup, notamment avec mes collègues et avec le docteur Peigné, sur justement ces différents profils et à quel moment réellement la progestérone va s'élever, et on sait que les profils sont très différents en fonction des patientes. Il y a plusieurs études qui ont montré, en faisant des dosages urinaires de LH pour voir effectivement le profil, et donc on sait que ce profil est très différent, et ça, c'est important
quand on veut trouver le bon timing pour le transfert embryonnaire. Là, on sait que c'est important, notamment dans les protocoles de transfert d'embryons congelés. Mais est-ce que parfois, ça risque pas de nous conduire à une erreur, surtout en cas de replacement des embryons réchauffés sur un cycle naturel, de penser qu'il y a vraiment, on est dans le pic, et en réalité, on ne l'est pas. Parce que ça répercute sur le moment à laquelle tu considères la fenêtre d'implantation est ouverte. Bien sûr, c'est pour ça qu'on se pose la question plutôt pour bien évaluer le moment à laquelle la fenêtre d'implantation s'ouvre, de doser la progestérone qui là permet d'avoir un dosage, un moment clair du moment de l'ouverture de la fenêtre d'implantation. Après, moi j'ai vraiment axé ma présentation aujourd'hui sur le déclenchement de l'ovulation en FIV et pas dans les protocoles. Et ma deuxième question, je m'arrête là. Tu as évoqué, on peut aller jusqu'à 10 000 HCG. C'est vrai, on a tous commencé le déclenchement avec 10 000. Mais quid de son impact sur la réceptivité endométriale? Est-ce que dans ce cas-là, tu recommandes les freezols systématiques? Alors, pas particulièrement. Alors, nous, on utilise très rarement 10 000 unités. On utilise soit de l'Ovitray, donc l'équivalent de 6 500, soit 5 000 unités. Et effectivement, il y avait des questions qui se posaient sur l'utilisation des fortes doses sur potentiellement la réceptivité endométriale. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins fait, sauf dans des cas très particuliers où ça nous arrive de l'utiliser. J'ai des patientes avec des échecs de maturation à plusieurs reprises. Et dans ce cadre-là, oui, on peut être amené à proposer une congélation. Ça dépend un peu du profil de la patiente. Merci. Dernière question, commentaire. Merci beaucoup, Charlotte.